Paris, Paris. Il y a un Paris que j'avais très envie de vous faire découvrir, c'est le Paris des bistrots. Et pour cela, rien de mieux que la Bastille, le quartier où se sont implantés les premiers bistrotiers, les Auvergnats, les Bougnats. Et donc on va rayonner un petit peu autour de la Bastille et je vais vous faire découvrir quelques bonnes adresses. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. C'est donc ici, dans le 11e arrondissement, autour de la place de la Bastille, que notre balade commence. Et pour bien débuter la journée, quoi de mieux qu'un petit café ? Ça tombe très bien car j'ai rendez-vous avec un habitué de cette tradition matinale, l'écrivain Serge Joncour. Son dernier roman s'appelle Repose-toi sur moi et il a reçu le prix Interallié. Je vous conseille vivement cette histoire d'amour improbable entre un homme et une femme que tout oppose. Je connais quelqu'un qui fréquente un café important ici, place de la Bastille, et qui peut nous parler de ce que c'est que la vie d'un bistrot. C'est Serge Joncour, écrivain. Merci Serge d'avoir accepté notre petite invitation au Débeauté. Réciproquement. Et donc toi, ici, c'est un lieu de vie dans ta journée d'écrivain. J'aime bien me réveiller au café, j'allais dire. Enfin, je me réveille chez moi quand même. Mais ici, d'un seul coup, il y a de la vie, il y a du bruit, il y a des gens qui toussent. Enfin, oui, ça me réveille, quoi, parce que bon, mon activité est un peu solitaire, par définition. Écrire soit des romans ou des scénarios, c'est un truc qu'on fait tout seul dans son coin. Et alors, quand tu arrives, tu te mets où, par exemple ? Alors, ça dépend du soleil. Ouais. Parce qu'il y a des jours où on a envie de soleil. Au mois de novembre, s'il fait beau d'un seul coup, ça fait du bien, c'est bienfaisant. Et il y a plusieurs dispositifs, quoi. Il y a un salon un peu déserté par là. Là-bas, il y a un salon un peu plus intime, cosy. Et puis surtout, il n'y a pas trop de bruit, ce qui pour un café parisien est quand même assez étonnant. Oui, surtout le matin. Et en même temps, il peut y avoir un petit peu de bruit quand même, c'est-à-dire des conversations à la table d'à côté. Et parfois, c'est pas inintéressant d'écouter un peu. C'est des choses que tu attrapes, toi ? Ah oui, j'aime bien écouter la table d'à côté parfois. Et on peut tomber sur ce matin, c'est un homme d'affaires qui essayait de vendre des appartements en Espagne à un autre, j'ai bien compris. Enfin, et je trouve intéressant, en tant que romancier, entre guillemets, de voir comment fonctionnent les êtres entre eux, quoi. Comment il arrive à le convaincre, finalement, que ça vaudrait le coup d'investir dans des appartements en Espagne. Mais peut-être que demain, dans un de mes romans, j'aurais besoin d'un personnage qui a de l'argent, qui ne sait pas quoi en faire. Je me dis, ben voilà. Mais c'est ce que je trouve moi assez génial dans tes romans, c'est la façon justement dont tu décris tous ces moments de vie et y compris dans des milieux professionnels très très différents et tout ça. Et c'est pour ça que aussi que j'avais pensé à toi, parce que je me suis dit mais c'est quelqu'un qui observe tellement bien le monde et donc le café, le bistrot fait partie aussi de ces endroits où tu les observes et ça peut se retrouver dans un de tes romans. Complètement, ouais. Parce qu'au café, on se donne rendez-vous parfois. Et j'ai noté certaines choses, jusqu'à la façon de s'asseoir et la façon même de commander un café. Après, je ne parle pas des couples qui se sont donné rendez-vous. Ça m'est arrivé hier aussi. Alors, je ne sais pas si c'était un rendez-vous, un premier rendez-vous par rapport à une rencontre sur Internet ou quoi, mais enfin bon. Et je retrouvais chez le jeune homme, ils avaient peut-être 25-28 ans, quoi. Une sorte d'aisance un peu feinte. Il faisait semblant d'être à l'aise ou... Ouais, voilà. Et c'est aussi ici que tu donnes tes rendez-vous ? D'ailleurs, tu nous as donné rendez-vous ici. Oui. Je donne rendez-vous ici parce que je suis sûr d'y être. Parce que je ne sais jamais où j'ai mis l'agenda. Et donc j'essaye tant que possible. Il est là, il est sur la table. Du coup, j'en ai pris un rouge. Parce que pour le repérer. Oui, parce que je suis toujours en train de le chercher. Mais parfois, j'ai juste pas le réflexe de regarder
l'agenda. Non, mais c'est une bonne Non, technique. C'est une bonne technique. Ce qui fait que parfois, j'avais oublié ce rendez-vous et ben, je suis là quand même, quoi. Le café, ce qu'il faut dire, c'est que c'est devenu un lieu de travail. Il y a une recomposition et une requalification de la vocation du café à Paris, qui devient, comme on appelle ça en anglais, Un espace de coworking. Voilà, c'est un coworking. Oui, c'est En fait, ça. voilà, le café est l'ancêtre du coworking, quoi. Alors toi, moi je sais que tu es justement dans une période extrêmement intense de relecture de ton prochain roman. Donc merci d'avoir accepté de nous dédier un petit peu de temps dans ta grosse journée de travail. C'est un gros roman. Et on te souhaite de finir à temps cette relecture pour pouvoir envoyer le manuscrit qui paraîtra donc du coup... En septembre 2018, D'accord. Rentrée 2018. Merci Serge. Merci Jean-Baptiste. Vous avez bien noté? Le prochain Joncourt sortira en septembre prochain et s'appellera Chien-loup. On reste autour de la Bastille car je voudrais vous faire découvrir la cour d'Amois. C'est une petite ruelle un peu cachée, presque méconnue, où l'on quitte la ferveur du quartier pour se mettre au calme quelques instants. Et cet endroit a lui aussi dans son histoire un rapport avec les bistrots. Hervé, on découvre avec vous la cour d'Amois, qui est bien cachée, qui part de la place de la Bastille, mais qu'on devine entre deux cafés. Et puis quand on arrive ici, c'est une respiration, un plaisir, un bonheur, parce que c'est très calme, c'est très joli. C'est une cour qui a une histoire qui démarre au XVIIIe siècle, c'est ça? Voilà, elle a commencé à être construite à ce moment-là et les ébénistes sont installés ici. Mais rapidement, au XIXe siècle, on a plutôt constaté que c'était pour les carrosses, toutes ces choses-là, on trouvait des ressorts, des roues de charrette. Voilà, d'accord, on a fabriqué des meubles d'abord et ensuite des roues de charrette. Et après, on est revenu aux meubles, hein, parce que ici, dans cet endroit, on faisait des bars, des zingues. Voilà, donc on travaillait le bois, on travaillait le zinc et on assemblait tout ça ici. Et donc ça, c'est lié en fait à la transformation du quartier, à l'arrivée des Auvergnats, des Bougnats, etc. Voilà, les populations qui s'installent parce qu'ils trouvent des locaux disponibles. Et puis, au XXe siècle, c'était un quartier un peu spécial, la rue de Lappe, tout ça. Hein, et l'endroit était un petit peu à l'abandon après la guerre. Et d'ailleurs, le passage était fermé à l'entrée sur la Bastille. Et finalement, on a tourné pas mal de films parce que c'est un endroit tranquille aussi. Donc Bertrand Tavernier ou d'autres personnes, Francis Huster est venu ici. Enfin, beaucoup de gens ont fait des films ici. Et vous êtes arrivé à quel moment alors? Moi, je suis arrivé en 98. Ouais. Et moi, j'ai installé mon atelier et une galerie pour présenter des affiches contemporaines. Et donc à la base, c'était plutôt des artistes qui sont venus s'installer ici, les ateliers étaient prévus pour des artistes, des artisans. Et puis petit à petit, les choses ont à nouveau évolué parce que la situation économique du quartier, elle change et que tout devient très cher. Et quand je suis arrivé dans le quartier, il y avait encore beaucoup d'ébénistes. Hein, et malheureusement, tout ça a disparu. Maintenant, on a des bureaux, on a des agences de voyage, des machins comme ça. Donc vous êtes un peu un des derniers mohicans. Ouais. Et est-ce qu'on peut voir un peu comment vous travaillez? Oui. On peut voir par exemple comment on nettoie un papier, Ouais, super. On va regarder des vieilles affiches, allez, des vieilles gravures. Hervé, on est là devant un papier qui a un peu vécu. Voilà, c'est un papier qui est jaune. Hein, et malheureusement, c'est les papiers qu'on faisait au 19e siècle, c'est-à-dire avec du bois, de la pâte à bois. D'accord. Et ce sont des papiers qui s'acidifient avec le temps. L'acide jaunit le papier et puis le fragilise, il se casse. Dès qu'on le plie, il est cassé. Alors, pour améliorer un petit peu les choses, on peut quand même les restaurer en essayant d'enlever le maximum d'acidité en les lavant déjà. Et puis, on peut faire aussi des traitements chimiques pour les blanchir. Voilà, donc on arrive quand même à récupérer, exactement, à retrouver un papier plus blanc, plus clair, ce qui donne beaucoup plus de contraste et puis fait revivre les couleurs.
Et donc là, Voilà. par exemple, les cassures, les Voilà. déchirures, elles sont réparées. Comment ça vous est venu, en fait, de travailler comme ça sur le papier Alors ça, c'est parce que je suis un vieux collectionneur d'affiches et qu'on ramasse des affiches dans la rue, on les décroche, il y a des scotch derrière, ça se déchire. Donc à un moment, on se dit on ne peut pas la garder comme ça. Qu'est-ce que je vais lui faire? Si on fait une restauration sur la couleur, on va utiliser par exemple des pastels ou des choses comme ça qu'on peut faire disparaître. On ne va pas utiliser des couleurs qui vont rester dans le papier définitivement. Voilà. Et alors ensuite, vous avez aussi diversifié votre activité, puisque Voilà. là, on retrouve pas que des affiches, mais aussi des œuvres... D'un artiste, voilà, qui s'appelle Pierre de Chevilly. Et là, on présente essentiellement des grandes peintures, des marines, et puis des petites gravures qu'on appelle des monotypes. C'est à quelques rues de là, toujours dans le 11e arrondissement, que l'on m'a donné rendez-vous. Pierre Boisard est sociologue et auteur d'un livre intitulé « La vie de bistrot ». On se retrouve donc dans un bistrot, évidemment, au Café de l'Industrie, un lieu bien connu du quartier. Se donner rendez-vous dans un bistrot pour parler des bistrots, c'est quand même une bonne idée. Excellente idée, et puis je trouve que c'est le meilleur endroit pour se donner rendez-vous. Une des premières utilités du bistrot, c'est trouver un endroit où on est à l'abri, il y a une bonne ambiance. Et on peut parler. Et on peut parler, voilà, on est au calme, en général, si on choisit bien son heure. Ici, on a une musique, mais quand même, elle est assez agréable, donc on va pas s'en plaindre. Elle est agréable, elle n'est pas trop forte. Là, c'est à la bonne heure, un peu après le coup de feu du midi, avant le coup de feu du soir. Donc c'est tout à fait détendu. Alors justement, on parle bistrot avec Pierre Boisard, l'auteur de La vie des bistrots. Oui, la vie de bistrot. La vie de bistrot. Et puis, donc, sociologue, chercheur au CNRS. Oui. Cette passion pour la vie des bistrots, elle t'est venue d'où? Alors moi je m'intéresse à la vie des gens au départ, c'est Ouais. ça. C'est pour ça que la vie des gens, on la voit beaucoup au bistrot. Il y avait un bistrot où j'aimais bien aller déjeuner et puis prendre une bière le soir ou prendre le café le matin. Et j'écoutais, je discutais avec le patron et ça me semblait une vie tout à fait passionnante. Et vraiment un endroit de vie comme il n'y en a plus beaucoup à Paris. Et en particulier, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait des ouvriers, il y avait des employés de tous les niveaux, des cadres supérieurs, des grands bourgeois, etc. Et que tout ça se passait bien, tout le monde se parlait. Donc comme s'il n'y avait plus de différences sociales pendant la période du bistrot. C'est un microcosme à part entière. Oui, il y a une sorte de parenthèse. En fait, le bistrot, c'est ça, c'est une parenthèse dans la vie d'abord, parce que ce n'est pas un lieu de travail. C'est pas le domicile, donc on peut être dans ce cocon où on oublie les problèmes du travail, et puis peut-être aussi les problèmes domestiques. On parle parfois, oh, lui c'est un pilier de bar, mais est-ce qu'il y a des typologies comme ça, des personnes qu'on peut rencontrer dans les bistrots, ça existe? Oui, alors le pilier de bar, c'est pas ça qui est le plus intéressant, sauf si on le rencontre très tôt le matin, avant qu'il ait absorbé ses 8 schnapps ou ses 15 bières. Mais en revanche, il y a ce qu'on appelle les habitués. Les habitués, c'est ceux qui se tiennent sur le zinc, devant le zinc, et qui connaissent bien le patron, qui font la bise à la patronne. Bon. Ça, c'est vraiment ceux qui créent l'ambiance avec le patron et la patronne. Et puis, il y a ceux qui viennent déjeuner. En fait, il y a ceux qui ont leurs habitudes avec des horaires. Et le patron du bistrot, c'est une figure quand même très particulière. C'est presque un metteur en scène. Enfin, j'ai l'impression qu'il évolue à travers une galerie de personnages. Oui. Puis qu'il a un rôle comme ça pour que tout se passe bien. Alors pour moi, il est essentiel. Un vrai bistrot, c'est une création, une véritable création. Donc le mot metteur en scène est tout à fait bien choisi, du patron ou de la patronne. Je dirais qu'il est en plus l'agent d'ambiance. Peu importe l'origine sociale, peu importe l'origine géographique, peu importe l'ethnie finalement, mais ce qui compte, c'est l'esprit d'ensemble. D'accord. C'est que tout le monde se parle, et en particulier, je dirais la civilité. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait en rentrant dans un bistrot, c'est de dire bonjour. Ça commence par là. C'est-à-dire que tout le monde se respecte. On peut s'engueuler, et même c'est conseillé finalement, parce que ça met de l'ambiance. Et alors, ce qui est très particulier aussi dans les bistrots parisiens, puisque c'était quand même ton sujet plus spécifiquement, c'était les bistrots à Paris, c'est que pendant très longtemps, il y a eu une région qui a été très très représentée dans les patrons de bistrots, c'est l'Auvergne.
Oui, alors En tout les cas, Auvergnats, oui, les Auvergnats Mais à ils restent Paris. encore à la tête de Ouais. la majorité des bistrots. Mais c'est eux les inventeurs du bistrot, en fait. C'est eux. C'est-à-dire que il y avait des débits de boissons avant que les Auvergnats arrivent. Il y avait les cafés. Les cafés étaient plutôt des endroits bourgeois. Et le bistrot, comme lieu populaire où se retrouvaient des ouvriers, des employés, des pauvres, eh bien, c'est les Auvergnats qui l'ont inventé. Et ils l'ont inventé dans ce quartier, du côté de la Bastille. Il faut rappeler que les Auvergnats, c'est la première émigration provinciale à Paris, plus que les Bretons. Et ensuite, ça a émigré dans les autres quartiers, d'abord ouvriers de Paris. Donc c'est le côté populaire est très important, c'est ça qui fait le bistrot. Et alors toi ici, parce qu'on est donc au Café de l'Industrie Oui. où tu nous as donné rendez-vous, c'est aussi dans le bistrot que tu donnes tes rendez-vous. Qu'est-ce que toi tu y fais par exemple? Alors qu'est-ce que j'y fais? Moi j'ai plusieurs bistrots. Hein. J'ai le bistrot pour aller déjeuner de temps en temps, Ouais. qui n'est pas forcément dans mon quartier, qui peut être à côté de mon lieu de travail. Généralement c'est ça, donc le plus proche. Mais il y a le bistrot où je vais prendre le café le matin et le bistrot où je vais prendre mon demi le soir. Voilà, donc ça en fait trois bistrots différents. Et c'est pas tout à fait le même usage parce que c'est pas les mêmes personnes que je vois. Et ça permet de diversifier les rencontres. Et puis connaître les problèmes des gens. Donc si vous croisez Pierre Boisard dans un bistrot et que vous avez un petit problème, vous savez que vous pouvez vous confier à lui. Et sinon on rappelle le titre du livre, La vie de bistrot, et les éditions c'est Presse universitaire de France. Au PUF. Voilà. Merci Pierre Boisard. Merci à toi. Évidemment, je vous conseille la lecture du livre de Pierre Boisard. Vous trouverez toutes les références sur notre site internet terredefrance.tv. On a beaucoup parlé des Auvergnats avec Pierre et ça me donne une idée. Je vais vous emmener dans une boutique, probablement l'une des plus petites et jolies du 11e arrondissement, chez l'Auvergnat. Et pas besoin de vous expliquer qu'ici, on trouve de bons produits. François, merci de nous accueillir dans cette boutique qui a quand même énormément de charme. C'est resté un peu dans son jus, on dirait. Oui, tout à fait, oui. C'est alors une boutique ancienne en fait. Bah, c'est une boutique qui a une vraie histoire. Oui, c'est une des plus vieilles boutiques auvergnates de Paris. Et moi, quand je l'ai achetée il y a une dizaine d'années, j'ai eu un vrai coup de foudre. Parce qu'elle est restée totalement dans son jus, que ce soit dans le décor, dans l'ambiance. Voilà, elle a gardé son authenticité et je pense qu'il y a des clients, des anciens de la rue qui la reconnaissent. Qui la connaissent depuis toujours voilà, pratiquement. et qui la reconnaissent maintenant parce qu'elle n'a pas changé. Évidemment, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Hein. Une des plus anciennes boutiques auvergnates de Paris, ça Ouais. date de quand Mais hein elle a environ 70 ans, Ouais. cette boutique. Et voilà, les premiers propriétaires sont arrivés à Paris, comme beaucoup d'Auvergnats, et pour faire du business. Et ils ont monté cette petite boutique, 18 mètres carrés au sol. Et, qui est spécialisée dans la gastronomie auvergnate. On y trouve aussi plein d'autres choses, Oui, mais voilà, quand même, c'est à la une, base, c'est chez l'Auvergnat. voilà, chez l'Auvergnat, c'est une boutique auvergnate à la base. Et bon, maintenant, c'est devenu une vraie caverne d'Ali Baba. Mais on a élargi, on est multi-terroir. Mais la base, c'est vraiment cuisine auvergnate, avéronaise. Et alors, chez l'Auvergnat, l'Auvergnat d'Auvergne, qu'est-ce qu'on trouve à table? Alors, chez l'Auvergnat, on trouve de la ligo, évidemment. Ouais. Hein, la ligo, c'est le plat emblématique, c'est le plat des familles. Donc, c'est une purée à base de tomes fraîches de Cantal. Il y a un autre produit qui n'est pas très connu du grand public, mais très connu des Auvergnats, c'est le punti. Le punti. Alors, Alors le qu'est-ce que c'est punti, le c'est un pâté fait à base de légumes et de pruneaux. Et ça, c'est Ah, qui est cuit, non? Voilà, Enfin, absolument. Et ça, c'est absolument délicieux. C'est malheureusement très peu connu, mais Oui, parce que Ouais. toi, tu te fournis vraiment chez les meilleurs producteurs Voilà, d'Auvergne. les meilleurs producteurs, enfin des producteurs sélectionnés en tout cas, d'Auvergne, d'Aveyron, du Sud-Ouest. Alors, les fromages, bon, les plus connus, c'est le Cantal. Alors voilà, les le- représentants, Ouais. on a évidemment le Cantal, on a du Cantal entre deux, du Cantal vieux, du Layol aussi qui est un représentant aveyronnais, de la Fourme d'Ambert évidemment, la Fourme d'Ambert et
le must, le Saint-Nectaire. Bah alors il y en a d'autres qui sont un peu moins connus aussi, mais en fait Oui, toi oui, tu as à bien cœur entendu. aussi de faire connaître ça. Exactement. Par exemple, la fourme de Montbrison, Ouais. c'était un fromage qui était tombé vraiment en désuétude. Et il y a quelques passionnés qui l'ont remis au goût du jour. Et on vend également du jambon d'Auvergne, dont voici un représentant, un beau représentant, un beau spécimen. Voilà. On va le Voilà, on montrer. va le montrer quand même, Voilà, un beau jambon d'Auvergne. qui nous donne assez faim, on peut le dire. C'est vrai qu'on commence à avoir une petite faim, non? Ça tombe très bien, j'ai une excellente adresse, le bistrot Mélac. C'est un incontournable du 11e. Ici, on pousse la porte et on se retrouve en Aveyron. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de traîner car le chef Didier m'attend pour une recette bien de chez lui. En cuisine avec Didier Madamour. Alors Didier, tu nous as préparé une recette typique De l'Aveyron, de l'Aveyron, un gâteau. une flognarde. Alors, la flognarde, les proportions, on va dire ça vite fait, 100 g de sucre, 100 g de farine, des pommes, 9 œufs et 1 litre de lait. D'accord. Alors, Voilà. les pommes, elles ont été coupées, elles pommes sont sont dans coupées. Bon, Au la fond. farine et les œufs, tout ça, ça a été déjà mélangé. On rajoute de lait, bon ça c'est le plus simple. Ouais. Et les pommes, en général, bon, il y en a qui en mettent pas, il y en a qui font ça Ah oui, on peut aussi juste le faire comme ça? là, ou on peut mettre sauce si on veut d'ailleurs. Et après, on met tout ça là-dedans. Rien de compliqué. Voilà. Et après, ça va partir au four. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Une demi-heure, c'est ça? Une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Bon, alors en attendant que ça cuise, tu peux peut-être nous parler un petit peu de la cuisine que tu fais ici, au Mélac? Bon, la cuisine ici, c'est pas mal de plats typiques auvergnats. Ouais. D'ailleurs, chou farci, tricot, on fait de la potée auvergnate. L'aligot aussi? Aligot, ça c'est tous les jours. Saucisse, pardi, logique. Ouais. Si on n'a pas de saucisse, c'est pas normal. Et après, il y a tout le reste qui suit, qu'on peut faire, mais qu'on ne fait pas tout le temps, quoi. Et toi, tu es de l'Aveyron, Dans l'Aveyron, Montessic. Montessic. Et la famille aveyronnaise depuis longtemps? Ma famille, ça fait déjà plus de... Disons, en comptant les grands-mères, on a déjà 2 générations déjà. Voire 3 même. Et alors, tu es ici avec ton épouse, qu'on Oui, retrouve ouais. aussi en salle. En salle. On peut peut-être aller lui faire un petit coucou. On va y aller. Qu'est-ce que c'est l'ambiance aveyronnaise d'un bistrot en fait? Comment vous décririez ça? L'ambiance aveyronnaise. Bon, c'est une ambiance, vous voyez, chaleureuse déjà. Beaucoup d'amis. Et puis c'est une convivialité surtout. C'est boire un petit coup ensemble, manger un petit bout, faire un casse-croûte le matin. C'est pas mal de choses qui ressemblent à l'Auvergne d'ailleurs, parce qu'à l'Auvergne c'est souvent comme ça. Il y a les casse-croûtes du matin. En gros là-bas on mange tout le temps quoi. Matin, midi, 4 heures, soir. Et ce lieu, en fait, il existe depuis très longtemps, non? 1938. Ah oui. Et donc, il a toujours été lié à l'Aveyron? Oui, Ouais. Tout le temps. Et alors, il y a un truc qui est assez chouette ici, c'est qu'il y a une fête tous les ans au moment des vendanges, c'est ça? voilà, au mois de septembre. On voit les photos d'ailleurs sur les murs, parce qu'il y a des vignes à l'extérieur. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Alors ça commence à midi, on a mis les tables dehors, les gens ils font la queue pour prendre des tickets, saucisses aligot, charcuterie, fromage, bouteille de vin. On fait venir un groupe folklorique, un parrain et un musicien. Et les gens ils dansent dans la rue. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et après alors- il y a la vendange. Et après les filles elles montent à l'échelle pour vendre. Que des ramasser filles raisins. Enfin, il y a des hommes aussi, Oui. mais faut pas, Ouais. faut pas exagérer non plus. Mais la principalement fête des du filles. quartier, Depuis tout à l'heure, on discute, mais hein. Ah, ça commence à aller mieux là. On va mettre un peu en haut là, il va dorer un peu plus. Alors, Didier, on l'a mis à 180 degrés pendant 30 minutes au four. On l'a sorti, il est tout chaud. Et en attendant qu'il refroidisse et avant de le goûter, j'avais une petite question. Ton nom, il est quand même magnifique, Madamour. C'est super beau. Voilà, Et c'est un nom qui vient d'où? du Cantal, du Cantal, de Montsalvi,
Et là-bas, on trouve encore des Madamour aussi. Ah, il y en a beaucoup même d'ailleurs. C'est vrai? C'est un nid. C'est un nid de Madamour là-bas. Alors, pour goûter. Hop là. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud, mais ça va. On va s'en sortir. Ah, c'est chaud la bête. On va goûter voir si c'est bon quand même. C'est bon tout ça. En plus, le sucre au-dessus est un peu caramélisé. Ouais, un peu faux quand même. Si, c'est très très bon. C'est excellent. C'est même vraiment excellent. Et pour la recette, c'est très simple. Je vous la note et vous pourrez la retrouver sur le site internet avec toutes les bonnes adresses de cet épisode. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur terredefrance.tv.